Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Inclusion for Change, l'émission sur l'égalité des chances dans le monde du travail. Comme sur chaque épisode, je suis ravie d'être accompagnée par Maya Agege, déléguée générale de l'AFMD, qui est notre partenaire sur cette émission. Aujourd'hui, nous parlons du renouveau des politiques diversité en période de crise, un an après la cérémonie d'ouverture si inclusive des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et 6 mois après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir qui soufflait un vent pour le moins contraire. Pour en parler, nous sommes accompagnés de Floriane Volt, directrice des affaires publiques et juridiques à la Fondation des femmes. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Et de Abdelali El Badawi, président et fondateur de Banlieue Santé, de Banlieue Climat et de Banlieue School et de tant d'autres choses en réalité, mais il a bien fallu extraire des éléments du CV. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'être ici sur ce plateau. Nous étions récemment à l'événement unique co-créé par Diversity Days et France Travail, un événement qui portait un élan d'espoir, d'inclusion et d'unité sociale, tout en célébrant l'unicité de chaque humain. Je vous propose de découvrir notre reportage sur place. Alors, j'utilise seulement les mouvements de ma tête et aussi les gestes du visage. Comment est-ce qu'on peut utiliser un ordinateur, jouer des jeux vidéo sans utiliser les mains ou les bras? On utilise les écoles, on peut utiliser avec les systèmes de AAC pour communiquer. En fait, pour beaucoup de grandes causes, il y a un grand événement. Et pour l'égalité des chances, ce n'est pas le cas. Pour les maladies rares, on a le Téléthon. Pour la précarité alimentaire, il y a les Enfoirés. Pour le climat, il y a Change Now. Mais sur l'égalité, on n'a pas de grand événement fédérateur qui traite justement de tous les enjeux à la fois. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec Unique. Allez hop. Ah mince, je vais y arriver. Oui, c'est pas simple. Alors nous avons créé une expérience immersive qui simule l'exclusion numérique. Donc l'idée, c'est de mettre les gens en situation. Donc par exemple, simuler un trouble auditif, un trouble cognitif, une déficience visuelle, pour que les gens puissent vraiment se rendre compte de l'inaccessibilité du web aujourd'hui. Et donc là, tu te retrouves dans une rame de métro et tu vas pour acheter un ticket. Oui, c'est-à-dire que là, j'entends une voix, mais c'est complètement incompréhensible. Exactement. Ça fait Et du coup, c'est vraiment la simulation d'un trouble auditif. La vidéo, il n'y a pas de sous-titres. Donc l'information, une personne qui est malentendante, elle ne peut pas l'avoir. L'information sonore, il n'y a pas d'alternative textuelle qui lui dit à un moment donné que le trafic est coupé. Ouais. Donc tous les gens sortent du quai et elle attend. C'est vrai que c'est hyper bien fait, le côté son, quand on entend une espèce de résonance et on est incapable de réussir à déterminer un mot. On ne comprend pas ce qu'on nous dit. On sait qu'on entend qu'il y a un message. On sent qu'il se passe quelque chose. On voit des gens qui réagissent, j'imagine, sur le quai. Enfin, là, on ne voyait pas, mais voilà. Mais dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Exactement. La programmation d'Unique, elle est un petit peu particulière parce qu'elle est très éclectique. En fait, il y a plein de choses qui se mélangent. Je pense que les personnes qui se sont baladées ici peuvent le voir tout au long de la journée. Il y a à la fois des dirigeants d'entreprise, il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi, il y a des artistes, il y a des jeunes étudiants, il y a des jeunes qui recherchent de futures formations. Et donc, il a fallu répondre à travers la programmation à cette diversité des personnes en présence. Il y a à la fois une programmation artistique super dense parce qu'on pense que pour ressentir l'égalité, il faut être ensemble, vibrer ensemble et s'inspirer. Il y a des témoignages aussi sur les différentes scènes, des conseils super précis pour trouver un emploi, pour trouver une formation, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On a une scène qui est dédiée à l'entrepreneuriat, on a un espace complètement dédié à l'accès à l'emploi. On peut se faire relooker, on peut refaire son CV. Juste on corrige un tout petit peu les termes, très léger. Très léger. Aujourd'hui l'image elle est encore hyper importante, il y a encore énormément de discrimination liée à l'image, liée à comment tu es habillé, liée à ta posture, liée à tout ça, tout ce que je veux dire. Donc il faut trouver ce juste milieu. Ton conseil, c'est de se pimper, se mettre en avant, mais ça c'est de manière générale pour un peu tout le monde, mais malheureusement peut-être un peu plus pour les personnes qui peuvent être discriminées ou qui sont discriminées. Je pense que pour nous, et continuer à se battre contre les discriminations et pour justement l'inclusion et puis réellement d'être sur les compétences et ce que la personne, sur les forces que la personne peut apporter en entreprise. Le petit conseil de tonton, comme ça vous l'avez en même temps. Ok, donc normalement photo CV LinkedIn, on aime bien, tu vois, photo buste, on aime bien, pas de photo d'identité, les copains, même les douaniers veulent pas les voir à l'aéroport, donc c'est pas ce qu'on veut, ok. Plutôt une photo détente, plutôt 3K. Moi j'aime beaucoup les photos comme tu as fait là, un peu de côté, je trouve que ça marche bien. Et plus on sourit, mieux c'est les copains, n'oubliez pas, les gens n'ont pas envie de bosser avec des gens qui tirent la gueule, voilà, donc soyez heureux, soyez contents. Selon une étude qu'on a sortie il y a quelques jours,
seuls 10% des Français croient que l'égalité des chances existe. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut absolument vivre l'égalité, la ressentir pour pouvoir la comprendre. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec cet événement. En fait, le but d'Unique, c'est que personne ne reparte les mains vides. C'était un petit peu notre promesse. Alors, on ne peut pas garantir à tout le monde qu'on va trouver un emploi, mais parfois, justement, une rencontre, un bon conseil, juste une petite dose d'inspiration, ça peut quand même changer quelque chose dans une trajectoire. Et c'est ça l'objectif Unique, qu'on soit en recherche d'emploi ou pas, qu'on essaie de trouver sa voie ou pas. Ce que j'espère, c'est que les gens, quand ils vont repartir d'ici, ils vont se dire ouais, j'ai un petit truc de nouveau dans ma voie, j'ai envie de m'engager un petit peu plus, j'ai envie de m'ouvrir un petit peu plus aux autres, et surtout, j'ai envie qu'on dise qu'on a écrit aujourd'hui un nouveau récit sur l'égalité, une nouvelle image de l'égalité en France. Quand on voit tout ce qu'on a là, tout ce qui se passe aujourd'hui, l'énergie qu'il y a aujourd'hui, vraiment, on se dit qu'on a envie d'une deuxième édition, et on espère que la suite va s'écrire avec autant de dynamisme. Le Festival Unique a été associé à une étude qui montrait, entre autres, que seuls 10% des Français à ce stade estiment vivre dans un pays où chacun et chacune a réellement sa chance et que 57% ne croient plus en la méritocratie. Abdelali El-Badawi, est-ce que c'est un constat que vous voyez sur le terrain, que vous observez sur le terrain des associations que vous portez? Est-ce que vous pouvez en exposer également l'activité rapidement? Ouais, bonjour, merci. Effectivement, moi je suis infirmier de profession tout d'abord et c'est vrai qu'à travers mon métier déjà, il y a un vrai sujet de constat sur ces questions-là depuis très longtemps. La question aujourd'hui des inégalités est là depuis bien longtemps. Ça fait pas 6 mois, ça fait des années aujourd'hui que ça existe. Et donc nous, on avait envie vraiment de transformer tout cela en créant des organisations qui partent du besoin terrain, partent de celles et ceux qui aujourd'hui vivent ces inégalités, peu importe lesquelles, et qui construisent à travers des solutions de terrain. Et aujourd'hui, on y arrive à travers nos organisations, banlieue santé, banlieue climat ou banlieue school. Et surtout, je pense que ce qui est important de voir, c'est que les populations aujourd'hui sont de plus en plus enclins à vouloir comprendre et apprendre et à faire par elles-mêmes. Donc c'est pour nous une victoire. Et il y a aujourd'hui plein de victoires qui sont faites, malgré aujourd'hui ce qu'on voit en termes de constats et d'inégalités. Et justement, Abdelali, est-ce qu'il y a des changements, parce que ça fait déjà quelques années que, même si certaines associations là sont récentes, ça fait quelques années qu'elles existent, est-ce que on voit un manque peut-être de dynamisme, par exemple en 2025 ou en 2024, ou est-ce que les employeurs, les acteurs sur le terrain, ils continuent à être investis sur les questions de santé, les questions de climat? Oui, alors on a plusieurs formes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit des partenaires entreprises qui ont envie aujourd'hui de changer les choses, mais ils ne savent pas faire, ils ne savent pas par qui passer. Et puis aussi, je pense qu'il faut aussi innover à travers les solutions, avoir des innovations sociales, faire en sorte qu'il y ait des entrepreneurs sociaux qui puissent aujourd'hui engager tout un travail, même de transformation, aujourd'hui même des politiques publiques, parce qu'il y a une réalité. Je pense qu'il faut aussi faire en sorte que les acteurs économiques, les acteurs publics, mais aujourd'hui les acteurs associatifs puissent travailler ensemble à transformer cela. Donc il y a effectivement des difficultés, mais il y a aussi des solutions qui sont proposées. Et c'est ça que nous, on va chercher, c'est que effectivement le constat, les difficultés, elles sont présentes. Voilà, maintenant qu'elles sont faites, il faut agir. Et donc, agir à la racine, c'est aujourd'hui notre travail à travers nos engagements avec les habitants et avec les bénéficiaires en direct. En parallèle de tout ce contexte, il y a l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, qui a été un tremblement de terre pour toutes les politiques diversité et inclusion, bon, si on se concentre uniquement là-dessus. C'est une activité, une arrivée qui a donc aussi favorisé un discours masculiniste qui a été très débridé, à la ville d'ailleurs comme au travail. Est-ce que vous en observez, Floriane Volt, les effets en France, notamment au travail, et sous quelle forme? Alors non seulement évidemment de ce discours qui s'est débridé, mais aussi évidemment des reliquats qui existaient en France et qui précédaient l'arrivée de Donald Trump. Oui, merci pour cette question. C'est vrai que le retour de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis a provoqué une nouvelle onde de choc qu'on a ressentie jusqu'ici en France, que ce soit avec cette peur du backlash, cette remise en question, l'éclatement des politiques DEI et cette libération quand même d'un discours masculiniste qu'on sent, qu'on peut voir, qu'on observe notamment dans nos moyens de communication, dans nos réseaux sociaux. À la Fondation des femmes, on est très attentive et très à l'écoute. On essaye de mesurer justement l'effet de ce backlash. On sait
à quel point le premier mandat de Donald Trump a été dommageable pour les droits des femmes, parce que c'est quand même à lui et à son élection et à tout ce qu'il a fait qu'on lui doit le retour en arrière sur le droit à l'avortement. Droit à l'avortement, enfin, qui est quand même qui ouvre et à libérer des possibilités en matière de remise en question des droits des femmes. S'agissant des entreprises, cette frilosité, on la sent, on peut la mesurer, notamment, il y a eu, vous vous rappelez certainement de cette lettre de l'ambassade américaine aux entreprises demandant de s'aligner sur le recul et sur les politiques de DEI aux entreprises françaises. Et à cette occasion, avec la Fondation des femmes et plein d'autres organisations, et notamment la FMD, on a lancé cette pétition pour dire nos valeurs, nous y tenons, pour inviter les entreprises et les salariés des entreprises à défendre ces politiques de diversité et d'égalité, parce qu'on sait qu'elles sont bénéfiques pour la société. Et ce qu'on a pu voir à la Fondation, on a pu quand même mesurer cette frilosité, puisqu'on a reçu 8000 signatures. Alors, c'est 8000 personnes qui s'engagent, mais par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude, alors même qu'on avait quasiment une vingtaine d'organisations, de réseaux professionnels, d'associations, de syndicats engagés sur les pétitions, c'est assez... voilà, le bilan est assez mitigé. Je pense qu'on peut capter cette frilosité nouvelle des entreprises à l'égard des politiques de DEI. Ouais. Donc, ça veut dire que sur cette pétition, 8000, c'est moins... Ce que vous essayez de dire, c'est que c'est moins que les pétitions et les engagements mis en place les années précédentes. Oui, ou sur d'autres pétitions de la Fondation des femmes, c'est quelque chose qu'on fait habituellement sur des sujets. Je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais par exemple, récemment, on a lancé quelque chose pour la défiscalisation des pensions alimentaires. On est à 40 000 signatures en 2 mois. Ouais. Voilà, donc là, 8000, péniblement, ça montre quand même, et malgré nos efforts, malgré notre communication, malgré l'enthousiasme aussi de toutes les organisations qui s'y sont associées, tous les réseaux, finalement, ça n'a pas forcément fonctionné. Et pour nous, c'est peut-être un premier signe de cette frilosité. Et est-ce que ça se corrèle à une mesure d'une montée d'un sentiment de sexisme de la part des femmes et d'un masculinisme alors le HCE, le Haut Conseil à l'égalité, le mesure chaque année, mais enfin chaque année ou régulièrement en tout cas. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'être observé par la Fondation des femmes ou par des organismes tiers? Oui, on voit dans tous les cas que malgré cette frilosité, en face, il y a un véritable besoin. Le baromètre STOP, qui a été publié fin avril sur la place des femmes en entreprise, montre que 3 femmes sur 4 sont exposées à des discours sexistes, des discours masculinistes. Donc vraiment, il ne faut pas relâcher l'effort parce qu'il y a en effet peut-être des poussées masculinistes en entreprise, mais aussi ailleurs. Et c'est vrai que c'est aussi les choses qui nous attirent au sens de sur lesquels on est particulièrement attentive à la Fondation des femmes. On peut voir, par exemple, je prends l'exemple des réseaux sociaux. C'est vrai que le Haut Conseil à l'égalité a également mesuré cette montée des masculinismes, en particulier chez les jeunes hommes, et l'adhérence à ces discours qui prolifèrent, qui sont de plus en plus nombreux, et notamment parce qu'ils se mettent sur le plan des messages de développement personnel. Et c'est aussi pour ça qu'ils fonctionnent bien sur les réseaux. Et à l'inverse, l'arrivée de Donald Trump et puis ses amis de la tech qui détiennent aujourd'hui quand même des réseaux sociaux qui sont revenus tous sur leur politique de diversité, sur leur engagement à réguler les discours de haine, quels qu'ils soient, créent ce qu'on appelle quand même des shadow bans. Donc vraiment, on peut voir qu'à l'inverse de ces discours masculinistes qui montent, qui prolifèrent, les discours des organisations féministes, les messages progressistes, eux, sont de plus en plus difficilement visibles. Nous, on l'a vraiment mesuré avec notre compte à la Fondation des femmes. D'un coup, nos comptes, nos messages, nos publications, que ce soit pour la course sur la nuit des relais et le concours d'éloquence, d'un coup, ils étaient moins visibles. Et on a dû, en équipe, réfléchir à comment contourner les nouveaux algorithmes qui sont clairement défavorables au message pro-diversité et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Moi, à la FMD, je trouve qu'on a un peu du mal à justement saisir le contexte et l'impact du contexte sur le travail des associations, sur les relations avec les institutionnels, les relations avec les entreprises. Parce qu'on a d'un côté la frilosité. Donc, on sent des peurs, on sent que les employeurs ils veulent tester des choses sur un tout petit périmètre avant de se lancer. Ça a toujours existé.
Mais on sent plutôt une peur des associations, notamment concernant les budgets, concernant le nombre d'employeurs qui vont les soutenir, ou concernant les budgets plus d'un point de vue des subventions. Mais pour autant, j'ai du mal à voir de manière concrète justement cet impact, au-delà d'une peur de voir moins de budget. J'ai du mal à voir. Est-ce que vous sentez ça aussi sur le terrain, ou est-ce que vous avez d'autres... et puis, est-ce que c'est une autre question que le budget? Est-ce qu'il y a d'autres sujets que le budget? En tout cas, nous, ce qu'on mesure là à la Fondation des femmes, on a aussi lancé un appel sur justement les coupes budgétaires on est dans un contexte politique compliqué, financier compliqué, c'est-à-dire qu'on a à la fois les collectivités locales qui aussi revoient leurs subventions, l'État qui s'interroge, et dernièrement, alors ça a été, heureusement, on a été réconforté là-dessus, mais il était même question de toucher, de limiter finalement les abattements fiscaux et donc l'investissement des entreprises s'agissant des dons. Donc il y a clairement une frilosité qui est, je pense, justifiée, enfin une peur en tout cas des associations qui est justifiée, parce que les besoins continuent d'augmenter, notamment sur le secteur qu'on connaît très bien, qui sont les violences faites aux femmes. Nous, à la Fondation des femmes, notre rôle, il est aussi de justement d'aider les associations, de compenser. Et on voit qu'il y a de nombreuses demandes, on voit des associations en détresse budgétaire, d'une manière ou d'une autre, qui nous sollicitent. Donc, je pense que cette peur, elle est confirmée et elle est légitime. Ok. Néanmoins, c'est aussi pour ça qu'on compte sur les entreprises pour s'engager et continuer de s'engager comme ils l'ont fait depuis quelques années, particulièrement à la suite de MeToo. Abdelali El Badawi, est-ce que vous observez aussi, vous aussi, vous avez quand même des petits mots-clés qui ont été rayés de la carte trumpienne, et donc avec une influence qui doit avoir lieu peut-être. Est-ce que vous observez aussi ces effets sur les fonds que vous recevez, le soutien de la part des entreprises, mais aussi de l'institution? Ouais, c'est-à-dire que les dernières aujourd'hui discussions qu'il y a eu politiquement sur la baisse, en tout cas sur la question fiscale des associations et autres et des donations, était un vrai sujet où d'ailleurs beaucoup d'associations se sont mobilisées. Il faut savoir que moi je suis administrateur au Centre français des fonds et fondations, et donc forcément on s'est beaucoup mobilisé à l'intérieur pour aujourd'hui mobiliser les fondations sur ces sujets-là, mais aussi les entreprises sur ces sujets-là. En France, il y a 20 millions de bénévoles, 2 millions de salariés. Donc le constat est simple, un Français sur 4 est bénévole et a donné du temps ou donne du temps. Et donc c'est là où on voit la force quand même importante dans notre pays de gens qui aujourd'hui s'activent pour être utiles aux gens. Et donc de ce constat-là, je pense que le gouvernement, s'il avait effectivement été jusqu'à décider de diminuer, de baisser ou de retirer tous ces sujets de fiscalité et autres de donation, je pense que ça aurait créé un vrai problème, parce qu'aujourd'hui les acteurs associatifs, il faut le dire, font un vrai travail de service public au quotidien et que l'État ne peut pas faire. Et donc, et ne pourra jamais faire. Donc il faut, je pense, repartir du terrain, repartir de celles et ceux qui font. Et quand je dis les acteurs, c'est pas juste les grandes organisations qu'on voit, c'est aussi monsieur et madame tout le monde. L'association qui s'occupe des chats dans le quartier. Voilà, c'est des gens qui, au quotidien, font un travail formidable, et c'est eux qu'il faut saluer et qu'il faut préserver. Et je pense que c'est là aussi qu'il y a eu une forte mobilisation de beaucoup d'acteurs, et je pense qu'il faut les remercier. À partir de ça, pour revenir quand même au rôle des entreprises dans l'émergence, le renouveau, la résilience, la résistance des politiques diversité, quelles sont vos attentes là, dans le contexte actuel, étant donné ce qui se passe, etc. Enfin, c'est quoi les attentes En fait, je pense que déjà, il faut voir les acteurs associatifs plutôt comme des innovateurs qui innovent au quotidien et qui, au quotidien, ont le thermomètre social de ce qui se passe. Chose que parfois les institutions publiques ou les acteurs privés, les entreprises n'ont pas forcément au quotidien. Et ça a une valeur inestimable. Et donc, ça a une valeur inestimable. C'est pour ça que moi, je dis qu'aujourd'hui, mettre des moyens aux acteurs associatifs, ce n'est pas une dépense, mais un investissement. Et même, je dirais, c'est probablement, on fait des économies de santé publique ou des économies de politique publique à travers l'investissement qu'on met sur les acteurs associatifs ou les innovateurs sociaux. Et ça, je pense qu'il ne faut pas du tout fermer les yeux et regarder les choses avec beaucoup d'intelligence et puis d'humilité de ce qui se passe sur le terrain. Et ça passe par quoi? Alors, cette action des entreprises possibles, enfin, les attentes que vous auriez de la part des entreprises, ça passerait par quoi? Je pense qu'il ne faut pas
nous, ce qu'on invite aussi ces entreprises à ne pas lâcher la barre du cap, enfin ne pas lâcher le cap qu'elles sont beaucoup à s'être fixées pour plus de diversité, plus d'égalité en entreprise. Il y a de nombreuses études qui le montrent, je crois que c'est notamment une étude de Women's Forum qui montre que les entreprises qui investissent plus dans l'égalité, dans les politiques d'égalité, sont plus résilientes, elles sont plus résistantes. Et donc, s'il leur fallait un argument économique de plus, le voilà. En tout cas, à la fois ne pas lâcher, maintenir parce que vraiment on a tous et toutes à y gagner. Et il faut continuer aussi à innover, à penser la vie de leurs salariés et de leurs salariés EES dans leur globalité. C'est vrai qu'avec nous, on a un observatoire de l'émancipation économique des femmes à la Fondation des femmes qu'on anime avec le Crédit municipal de Paris, qui publie des études régulièrement et qui permet de mesurer, de montrer aussi que lorsque les entreprises s'investissent, qu'elles mettent en place des politiques spécifiques, je pense par exemple aux Parental Act ou à des mesures pour corriger ou apporter plus d'égalité dans l'entreprise, ça fonctionne et les salariés sont plus heureux et plus heureuses aussi. En tout cas, voilà, on les invite aussi à continuer parce que il y a aussi encore des marges de progression sur certains sujets. On a publié une note récemment sur la question des femmes seniors et de leur carrière. Elle a été rédigée par Laetitia Vito. Rédigée par Laetitia Vito, qui montre en fait que vraiment entre 45 et 65 ans, la carrière des femmes stagne pour toute une série de facteurs et leur pouvoir économique aussi vraiment décroît, en tout cas par rapport aux hommes. Oui, c'est 157 245 € Exactement. qu'elles perdent par rapport à leurs camarades masculins. C'est quand même Oui, considérable. on a fait ce calcul aussi pour attirer l'attention, où on a pris 2 trajectoires, la trajectoire d'un homme et la trajectoire d'une femme, en se basant sur les chiffres de l'INSEE, qui montrent qu'en fait, du simple fait d'être une femme, entre ses 40 et 60 ans, une femme, à chaque fois qu'elle souffle une bougie, elle perd 7 000 € de pouvoir économique par rapport aux hommes. Et sur 20 ans, ça fait 157 000 € d'opportunités perdues du simple fait, entre guillemets, d'être une femme. Et le thème de notre émission aujourd'hui, c'est le renouveau. Et vous avez commencé à parler d'innovation. Et moi, je voudrais qu'on rentre un peu plus dans le détail et dans des choses plus concrètes. Je vois au quotidien des employeurs qui essayent justement d'innover, de trouver des nouvelles formes d'engagement. Mais je trouve que c'est un peu difficile parce que ça fait 25 ans qu'on travaille sur ces questions-là. Est-ce que vous, justement, vous avez trouvé des moyens d'innover et de quelle manière ? Nous, on essaie de faire corréler la question du bien commun et du droit commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de publics qui n'ont pas accès à la question du droit commun et qui pourraient en bénéficier pour pouvoir faire en sorte que ces publics-là, hommes ou femmes, puissent aujourd'hui être un peu plus autonomes. Je crois qu'il y a un chiffre qui dit qu'aujourd'hui, une femme qui divorce, elle perd près de 70% finalement de ses moyens financiers, de sa capacité financière, etc. etc. Donc, c'est là où on voit qu'aujourd'hui, il y a un vrai delta, c'est qu'on a de plus en plus de familles monoparentales, et la plupart des familles monoparentales sont des femmes. Et donc, il y a un vrai sujet aussi à aller voir ces publics-là, faire en sorte de les mobiliser, de leur donner les moyens, les outils. Et donc, ça se concrétise par des actions terrain qu'on a mis en place à travers différents programmes. Et un des programmes phares qu'on a mis en place s'appelle Ambassadrice Santé. Pourquoi Ambassadrice Santé ? Parce que, les femmes sont en première ligne des inégalités sociales. Elles portent souvent le poids de la vie. Elles portent la vie pour certaines. Et puis, elles sont la résolution aux inégalités sociales. Et donc, depuis 2 ans et demi, on a monté tout un programme avec le soutien des agences régionales de santé, du ministère de la Santé et d'autres instances d'État, mais aussi des instances privées, à monter un programme de santé publique qui dure entre 4 et 8, 9 mois pour ces femmes où parfois on a essentiellement des femmes qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui rentrent dans ce processus de formation et par la suite elles deviennent ambassadrices santé et elles vont faire en sorte de faire passer des messages de santé publique. À d'autres femmes. À d'autres femmes, mais pas que. La porte d'entrée sont les femmes, la porte de sortie sont les enfants, la famille de manière globale, parfois famille, grands-parents, parents, etc. etc. Donc, et elles sont rémunérées. Donc aussi, on ne voulait pas entrer dans un schéma où l'action sociale, c'est appauvrir les gens. Alors que nous, l'action sociale, c'est vraiment de faire en sorte qu'elles aient un pouvoir d'agir. Elles se sentent aussi dans l'espace public. C'est reprendre l'espace public qui leur appartient et aussi agir en conséquence pour leur propre santé et aussi la santé, finalement, des habitants, parce qu'on le voit aujourd'hui à travers la question des inégalités sociales en santé. Il y a
moins en moins de professionnels de santé, il y a de plus en plus de personnes malades. Et donc, il faut trouver le moyen d'avoir aujourd'hui des personnes qui arrivent à faire en sorte que les habitants les plus vulnérables aient accès à la santé, en tout cas au message de santé publique. Ok, donc une des manières de renouveler, c'est finalement de croiser des sujets. Moi, là, ce que j'entends, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on ne traite pas seulement de l'égalité femmes-hommes, mais on va traiter de la santé, enfin de l'égalité femmes-hommes, mais dans la santé. On ne va pas seulement traiter des violences sexistes et sexuelles, on va le traiter dans un cadre ou dans un contexte spécifique. Je fais le lien avec, par exemple, banlieue climat, où là, on fait le lien entre des questions environnementales et des questions sociales, en fait. Tout à fait. Donc, on est plus sur des questions, pas que de l'intersectionnel, mais aussi des croisements, des sujets qui se traversent. Et pour vous, à la Fondation des femmes, l'innovation, elle passe par quoi ? Alors, je voulais juste réagir Ouais. sur, parce que, enfin, aussi à ce que vous venez de dire sur l'intersectionnalité ou la prise des sujets dans leur globalité. Nous, on peut voir à quel point on manque de réflexes genre sur les données, à quel point on manque de données genrées sur tous les sujets qu'on essaye qu'on étudie. Et en tout cas, ce qu'on peut voir dans ce que vous dites sur les ambassadrices de l'égalité, et ça résonne vraiment avec les sujets qu'on travaille aussi, c'est que souvent on voit que les femmes, elles sont la variable d'ajustement des politiques publiques, du manque de places en crèche. Il y a 230 000 familles qui n'ont pas de place en crèche. On a choisi, je parle des aidantes, on a choisi de faire un virage domiciliaire, c'est-à-dire permettre aux personnes âgées et dépendantes de rester chez elles. On manque complètement de personnes pour le faire, donc ce sont les femmes qui assurent ces rôles-là. Et ce qu'on invite à faire aux employeurs, mais globalement à la société et aussi au pouvoir public dans nos travaux, c'est de repenser la globalité. Je ne sais pas si c'est de l'innovation, mais en tout cas, penser les femmes, arrêter de penser les choses en silo, comme s'il y avait l'égalité professionnelle d'une part, la lutte contre les violences d'autre part, la santé des femmes de troisième part. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les femmes, il y a des choses sur leur parcours de vie, il y a des inégalités qu'elles rencontrent au cours de leur parcours de vie, on invite vraiment les employeurs à prendre en compte. C'est-à-dire que certes, il peut y avoir un écart salarial de 24%, mais le plus grand écart salarial, il est au sein des couples. Il faut penser que ce sont les mêmes femmes qui sont aidantes, qui sont discriminées parce qu'elles vont être mères, qui sont susceptibles d'être victimes de violences conjugales. Et on n'a pas forcément... Évidemment, à la Fondation des femmes, on soutient toute forme d'innovation qui permettent aux entreprises de s'engager et de répondre à ces sujets en formulant différentes recommandations qu'on invite à retrouver. Ouais. Bien, merci à vous deux. Floriane Volt, je rappelle que vous êtes directrice des affaires publiques et juridiques à la Fondation des femmes. Abdelali El Badawi, je rappelle que vous êtes président et fondateur de Banlieue Santé, Banlieue Climat et Banlieue School. Donc, merci à vous deux d'être venus. Maya, nous nous retrouvons à la rentrée pour une nouvelle émission, une émission qui portera sur la réinsertion des ex-détenus. Ce sera passionnant. Et je vous souhaite un merveilleux été en attendant ce moment.